Alors, merci à tous. J'ai en fait croisé l'œuvre de Maurice Rocher, une première fois au hasard de mon travail en Mayenne, dans les années 2000, quand je travaillais pour l'inventaire du patrimoine culturel, et alors que je réalisais l'inventaire topographique du canton de Sainte-Suzanne. Et j'avais été amené à ce moment-là à étudier l'architecture et le mobilier de la petite église de Cham, où Maurice Rocher a réalisé en 1951 à la fois un chemin de croix peint sur toile et un ensemble de vitraux que vous voyez à l'écran. Alors il se trouve que j'ai retrouvé cet artiste plusieurs années après, en 1921, après que j'avais commencé à travailler pour la conservation régionale des monuments historiques, à l'occasion de la constitution d'un dossier de protection monument historique qui concernait l'église de Guernes dans les Yvelines, puisque effectivement je suis chargé de la protection des monuments historiques et que mon travail consiste à constituer des dossiers de protection pour de futurs monuments historiques. Et à Guernes, Maurice Rocher a exécuté en 1953, à l'occasion de la reconstruction de l'église, un remarquable ensemble d'une vingtaine de vitraux qui sont pour la plupart consacrés à des sanctuaires mariaux français et aux représentations de la Vierge qui y sont honorées. Alors ce travail sur l'église de Guernes a été l'occasion d'accéder, grâce donc à la fille de Maurice Rocher, Anne, que je remercie, aux archives donc, des vitraux de l'artiste, que la famille avait soigneusement conservés depuis la mort de Maurice Rocher en 1995. Et comme donc vous le disiez à l'instant, Elisabeth Pilet, grâce à la diligence de Camille Duclerc, eh bien, on a eu cette grande chance, grâce à Camille Duclerc, grâce à la famille, donc on a eu cette grande chance que les archives puissent être définitivement sauvegardées par leur entrée à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Alors, les travaux sur Cham, sur Guernes, ces différentes rencontres ont été l'occasion de prendre conscience de l'importance à la fois quantitative et qualitative de concepteur de vitraux de Maurice Rocher, qui s'étend presque entièrement il n'a pas fait du vitrail toute sa carrière, c'est sur une première période de son travail d'artiste, que s'étend la création de vitraux, entre 1946 et la fin des années 1960. Ces circonstances, travaux et rencontres m'ont aussi convaincu qu'il était important de redonner à Maurice Rocher toute sa place dans l'histoire du vitrail d'après la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de figures peut-être plus connues parmi les spécialistes ou les amateurs de vitrail, comme Jacques Le Chevalier, Paul et Jacques Bonny, que Maurice Rocher a côtoyé de très près, ou encore de Max Ingrand. Alors, compte tenu de la masse documentaire disponible, il serait très heureux que le sujet puisse être pris en charge à l'avenir par un jeune chercheur ou une jeune chercheuse. À ce stade, je ne peux proposer qu'une première approche et des pistes d'analyse. Et je me suis appuyé principalement pour les proposer sur l'ouvrage dont parlait également Elisabeth, la biographie qu'Anne Rocher a récemment consacrée à son père, et qui comporte de nombreuses et très stimulantes citations issues du journal que Maurice Rocher a tenu toute sa vie. Je me suis appuyé aussi sur le recensement des œuvres qu'Anne Rocher a menées. Et puis, secondairement, pour l'œuvre peinte de Rocher, je me suis appuyé sur les travaux que lui a consacrés de son vivant, à la fin de sa vie, le critique d'art Gérard Xury-Guérin.
Alors comme la conférence prend place dans un cycle qui porte sur les peintres et les peintres sur verre, hein, donc ce sera l'occasion, après avoir évoqué le parcours de Maurice Rocher dans le domaine du vitrail, d'essayer de décrire et de questionner le mode de collaboration de Maurice Rocher, artiste peintre, avec les ateliers de fabrication de vitraux avec lesquels il a travaillé, notamment s'interroger sur la répartition des tâches et sur ce que ça dit de l'évolution de la place de l'artiste dans les réalisations des vitraux. Et puis, d'autre part, comme Maurice Rocher se posait avant tout comme peintre, hein, et qu'il réunissait en lui les deux fonctions de peintre et de peintre sur verre, ça sera aussi intéressant d'interroger les rapports à la fois complémentaires et concurrents de ces activités dans son œuvre. Alors Maurice Rocher est né en 1918 dans une petite ville du département de la Mayenne, Évron, où se trouve une grande abbatiale gothique, hein, que vous voyez à gauche. Donc il est issu d'une famille modeste, d'origine paysanne. Son lien avec la culture artistique, hein, le seul lien avec la pratique artistique se fait dans son enfance par un grand-oncle installé à Laval, Frédéric Chauveau, qui pratique l'aquarelle et qui gagne sa vie comme portraitiste. Alors on peut imaginer que le jeune Maurice ait commencé à développer sa sensibilité au vitrail au contact de l'ensemble de vitraux du XIVe siècle, hein, qui ornent le chœur de l'ancienne abbatiale et dont vous avez un aperçu sur la photo de droite. Après la mutation de son père qui était cheminot au Mans alors qu'il a 15 ans, il s'inscrit à l'école des arts appliqués municipale du Mans donc, et il commence à peindre. Et il fait, alors qu'il est encore très jeune, une rencontre déterminante à l'abbaye de Solesmes, hein, qui était un foyer religieux, intellectuel et artistique important. Donc cette rencontre, c'est celle de Don Henri de Laborde, hein, connu pour être un créateur d'ornements liturgiques et de mobilier d'église. Hein, et le père de Laborde l'encourage fortement dans sa vocation artistique. C'est grâce au père de Laborde que, toujours à Solesmes, Maurice Rocher rencontre, peu de temps après, Maurice Denis. Maurice Denis qui accède au souhait du jeune Maurice de rentrer aux ateliers d'art sacré, hein, dont on sait que Maurice Denis les a fondés à Paris en 1919 avec Georges Desvallières. Alors je projette là pour illustrer le propos de deux œuvres de Maurice Denis de l'entre-deux-guerres, donc à l'église du Saint-Esprit et puis le vitrail, l'un des vitraux qu'il a réalisé avec Marguerite Duret à l'église du Raincy. Donc parallèlement, alors qu'il est admis aux ateliers d'art sacré, eh bien, il est admis la même année, en 1936, à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc il s'installe à cette occasion pour ses formations dans la capitale. Il reçoit aux Beaux-Arts une formation classique de peintre dans l'atelier de Fernand Sabaté. Il se montre critique, hein, dans son journal, même très critique à l'égard de cet enseignement, mais dès ce moment, il s'intéresse à l'art monumental et il suit l'atelier de fresque de Pierre-Henri Ducos de La Haye, qui aux Beaux-Arts de Paris a pris la suite de Paul Baudouin, hein, le réintroducteur de la technique de la fresque en France. Aux ateliers d'art sacré, la sensibilité déjà mystique et torturée qui le caractérise le porte davantage vers l'expressivité parfois violente de Georges Desvallières, dont on voit à l'écran un tableau, que vers la douceur et l'harmonie de Maurice Denis. C'est aux ateliers d'art sacré qu'il fait la connaissance d'Adeline Hébert-Stevens, hein, la fille de Jean Hébert-Stevens et de Pauline Peunier, hein, qui sont partie prenante des ateliers d'art sacré et qui ont créé juste après la Première Guerre mondiale un atelier de peinture sur verre
qui contribue au renouvellement de l'art du vitrail religieux à l'époque. Donc il commence dès cette période de formation à s'intéresser au vitrail, mais il ne le pratique pas encore. Après la période de la guerre, et où il est mobilisé, et où à un moment il envisage d'entrer dans les ordres, donc début 1944, il se marie avec Geneviève Chevard, qui est une cousine de Paul Bonny, donc Paul Bonny, un pilier de l'atelier Hébert-Stevens Peunier depuis le début des années 30, et qui vient d'épouser Adeline Hébert-Stevens. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça crée effectivement un lien familial finalement entre Maurice Rocher et les Hébert-Stevens Bonny qui a contribué quand même effectivement à son intérêt et à sa formation au vitrail. Alors donc ce lien amical puis familial renforce son intérêt pour le vitrail, et quand il reçoit une première commande de vitrail pour l'église de Changé, donc alors Changé c'est encore en Mayenne, juste à côté de Laval, on est en 1945, donc tout naturellement il se forme avec cette commande au vitrail chez les cousins de sa femme, Paul et Jacques Bonny, et il fait appel à leur atelier pour la réalisation technique du vitrail. C'est le moment où il travaille à sa première grande œuvre monumentale, sur la voûte en cul-de-four du chœur de l'église Saint-Dominique à Paris, donc où il représente, donc on est en 1946, le Christ ressuscité entouré de la Vierge et de saints, avec au-dessus le Dieu le Père. Alors même qu'il s'agit quand même d'une œuvre marquante dans le début de sa création, et que on peut dire que l'inclinaison et le goût de Rocher le portent vers la pratique de la peinture, il pratiquera finalement assez peu au cours de sa carrière la peinture murale. Alors après l'expérience du vitrail de Changé, les commandes de vitrail s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu. On est dans un contexte de commandes accrues liées à la reconstruction et à la croissance démographique. Il reçoit plusieurs autres commandes mayennaises à la fin des années 40, comme pour l'église de Goron, que vous voyez à l'écran, qui réalise toujours dans l'atelier Bonny Hébert Stevens. Il est encore à ce moment-là en période de tâtonnement artistique, et sa manière se perfectionne ensuite, notamment avec l'importante commande qu'il reçoit pour l'église de Beaumont en Auge, dans le Calvados, qu'il exécute entre 1949 et 1952. Et là, en fait, ça marque un des débuts de sa collaboration avec un autre atelier de vitrail qui va avoir une grande importance dans sa carrière de peintre sur verre. Je veux parler de l'atelier de Jacques Degussot à Orléans. Alors l'afflux des commandes l'amène à consacrer à partir de ce moment-là une bonne partie de son temps à la conception et à l'exécution de vitraux, plus même qu'il ne l'aurait souhaité, d'après les témoignages qu'il a pu en donner à la fin de sa vie. Donc, je le cite dans un entretien qu'il a donné en 1994. « J'ai obtenu des commandes de vitraux plus que je ne voulais en faire. Au début, ce qui m'intéressait, c'était le monumental, faire de la fresque. » Ces nombreux contacts dans le milieu catholique jouent sans doute un rôle important dans le nombre, la quantité de commandes de vitraux qu'il reçoit à partir de ce moment-là. Joue également par la suite les relations de confiance qu'il établit avec les inspecteurs des monuments historiques quand il s'agit
de reconstituer les verrières d'églises endommagées. On peut citer parmi ces inspecteurs avec lesquels il va avoir l'habitude de travailler ensuite Yves-Marie Froidevaux, hein, avec lequel il collabore sur l'église de Valognes dans la Manche. Plus tard, je ne cite pas tous, mais plus tard Jean Merlet, hein, avec lequel il travaille dans le Calvados pour l'abbaye aux Dames à Caen et l'église de Falaise. Alors ce qui joue aussi dans l'importance des commandes qu'il reçoit à ce moment, c'est l'implication qu'il a pendant quelques années dans l'enseignement de l'art sacré, hein, et donc effectivement les réseaux que cela permet de mobiliser. Après avoir poursuivi l'aventure des ateliers d'art sacré après la guerre, jusqu'en 1946, hein, il quitte les ateliers d'art sacré en 1946, juste un an avant leur fermeture. Donc il fonde en 1948 avec Jacques Le Chevalier et avec le critique d'art Joseph Pichard, le centre d'art sacré, hein, qui s'établit sur le même lieu que les anciens ateliers d'art sacré, place de Fürstenberg, dans le 6e arrondissement, hein, donc lieu où il enseigne jusqu'en 1952. Alors, au cours de sa carrière de peintre sur verre, il participe à pas moins de environ 115 chantiers de vitraux, hein, ce qui est quand même important, hein. Alors des chantiers de taille différentes. Ils prennent tous place, ces chantiers de vitrail, dans des édifices religieux, hein. Maurice Rocher ne pratique pas le vitrail civil. Il faut comparer ces 115 chantiers de vitraux aux 15 autres édifices religieux, où il n'intervient pas comme créateur de vitrail, mais où il réalise des œuvres sur d'autres techniques, hein, peinture sur toile, fresque, mosaïque et tapisserie, et ça montre effectivement donc l'importance de son travail de peinture sur verre par rapport aux autres techniques qu'il a pu pratiquer. Alors cette activité de peintre sur verre s'épanouit dans les années 50, hein, où il réalise environ 65 chantiers. Et elle reste très intense dans la première moitié de la décennie des années 1960. Et ensuite, hein, comme j'en reparlerai plus tard, elle décline fortement jusqu'à se tarir jusqu'au début des années 70. Et à partir des années 70, il pratique quasiment plus en fait, le vitrail. Alors, on a donc une concentration de l'œuvre de Maurice Rocher dans le temps, hein, une vingtaine d'années. Et ce qui caractérise aussi sa production, c'est une certaine concentration géographique, hein, dans quelques régions où il bénéficie de relais. Alors si on brosse rapidement un tableau de ses réalisations, on constate qu'il travaille principalement dans la région Pays de la Loire, hein, qui concentre un tiers de sa production, et en Basse-Normandie. Hein, donc ces deux régions concentrent les deux tiers de sa production. Alors en Pays de la Loire, une grande partie de ses vitraux sont dans son département de naissance, hein, la Mayenne. Hein, donc je vous projette là plusieurs de ses réalisations mayennaises des années 50. Donc à gauche, le vitrail qu'il réalise pour l'abbatiale d'Évron, hein, qui vient en complément des vitraux médiévaux. Et puis à droite, donc, quelques vitraux de l'église Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier, donc, qui est une église romane, monument historique à l'époque déjà, et qui a été entièrement restaurée après-guerre. Alors il réalise aussi un chantier important dans un contexte qui cette fois-ci n'est pas celui d'un monument historique, donc à Mayenne, hein, la ville de Mayenne, donc l'église Notre-Dame. Toujours en Pays de la Loire, il reçoit des commandes importantes en Loire-Atlantique, avec notamment une grande partie des verrières de la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Je vous disais que la Basse-Normandie était sa deuxième région de prédilection, donc ses réalisations sont particulièrement nombreuses dans le Calvados,
et également, mais un peu moins, dans la Manche. Alors, dans le Calvados, il intervient dans des églises entièrement reconstruites, comme à Bretteville sur l'Aise, où il réalise un ensemble en dalles sur verre. Il conçoit aussi des programmes de verrières non figurées pour une église romane, monument historique à Thaon en 1953. Et dans un même contexte d'édifice ancien, cette fois partiellement protégé, aux Ifs. Donc on voit un de ses vitrails à droite. Et surtout, donc, il conçoit en 1960 le projet de l'ensemble des vitraux de l'église de la Trinité de Caen, qui se poursuit jusqu'au milieu des années 1970 et qu'il ne pourra pas mener à terme à cause du décès de l'inspecteur Jean Merlet en 1976. Alors toujours en Basse-Normandie, donc un autre département de prédilection est donc la Manche. Alors je vous projette quelques exemples de ces interventions dans des édifices donc qui sont des édifices non protégés monuments historiques mais restaurés après la guerre. Donc il intervient à Saint-Gilles en 1954, à Saint-Jean-de-Dé en 1960, où il réalise des vitraux à la fois figurés et non figurés. Et donc comme autre exemple de travaux dans la Manche, les dalles de verre qu'il réalise dans deux édifices partiellement reconstruits, au Ménil-Vénéron à gauche et à Saint-Denis dans les années 1950 et 1960. Alors après les Pays de la Loire et la Basse-Normandie, donc les lieux où il intervient aussi, mais en quantité moindre, sont d'abord l'Île-de-France, où il réalise 17 chantiers, et puis la Bretagne, où il réalise 11 chantiers. L'Île-de-France, c'est sa région de vie et sa région de travail, puisqu'il est installé à partir de 1950 à Versailles. Donc je vous projette là deux exemples de réalisation dans des églises neuves, enfin des églises construites ou reconstruites pour la circonstance. Donc Guernes en 1953 à gauche, et puis à droite les dalles de verre qu'il réalise pour l'église Saint-Thibaut au Pec, donc qui est une église édifiée pour équiper le nouveau quartier des Grandes Terres à Marly-le-Roi en 1962-63. En Bretagne, il reçoit en particulier la commande d'une partie des vitraux de Saint-Louis de Brest au milieu des années 50. C'est une commande donc vous voyez à gauche, c'est une commande qu'il partage avec Paul et Jacques Bonny. Et il réalise aussi dans cette région des verrières qui sont parmi les plus tardives qu'il ait réalisées, comme à l'abbaye de Sainte-Anne de Kergonan, à Plouarnel dans le Morbihan, qu'on voit en bas, en 1970, et puis en haut, donc à la basilique de Sainte-Anne-d'Auray en 1974. Dans les autres régions françaises, ces réalisations sont plus ponctuelles, mais on peut citer quelques chantiers importants, comme à Strasbourg, la chapelle du collège Notre-Dame de Sion, dans les années 50, que vous voyez à gauche. Et puis plus tard, donc, une réalisation ponctuelle donc à Lyon pour Notre-Dame de l'Assomption, dans le quartier de Vèze, ou encore, donc, que vous voyez à droite, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'ensemble de Wimereux en 1958. Il reçoit peu de commandes à l'étranger, 9 chantiers en tout, très concentrés, puisque 6 sont réalisés en Belgique francophone. Toutefois, il faut citer le grand chantier de sa fin de carrière, le temple expiatoire de Guadalajara au Mexique, dont vous voyez quelques photos à l'écran. Alors, comme vous avez pu le voir donc, à travers ce rapide et lacunaire panorama, donc la Maurice Rocher a essentiellement pratiqué la technique traditionnelle des verres plats colorés dans la masse, peints à la grisaille et assemblés au plomb. Donc cette technique l'emporte très fortement dans son œuvre.
mais il réalise donc aussi des œuvres en dalles de verre, hein, qui représentent environ 10% de sa production, hein, toujours dans des églises soit entièrement neuves, soit dans des parties d'églises reconstruites. Hein. La dalle de verre est vraiment associée à des constructions modernes, comme c'est le cas dans les exemples que je vous avais montrés tout à l'heure à Saint-Denis ou au Ménil-Vénéron dans la Manche. Alors après avoir pris un peu de distance avec les Bonny au début des années 50, il collabore avec plusieurs ateliers de vitrail, hein, mais de loin. C'est avec l'atelier de vitraux de Jacques de Gusteau, un atelier installé à Orléans, que sa collaboration est la plus étroite. Hein. Il y réalise au moins les 2/3 de ses vitraux. Donc vous avez sur la photo de gauche la signature d'un des vitraux de Guernes qu'il réalise avec Jacques de Gusteau, où vous voyez que le nom de l'artiste, M. Rocher, donc est mis en avant en premier, suivi du nom de l'atelier, atelier de Gusteau-Orléans, 1953. La collaboration avec de Gusteau n'est cependant pas exclusive. Il travaille aussi avec Jean Barillet, hein, le maître verrier parisien, pour environ 1/5 de sa production, et surtout pour des verrières en dalle de verre. Mais il faut noter que de Gusteau, enfin, qui fait aussi avec de Gusteau quelques dalles de verre, hein, c'est le cas notamment pour l'église du quartier des Grandes Terres au Pec, Marly-le-Roi, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors à côté de ces collaborations majeures avec les ateliers de Gusteau et l'atelier Jean Barillet, il a quelques collaborations ponctuelles, même très ponctuelles, avec d'autres ateliers, comme celui de Roger Degas, hein, installé à Mortagne-au-Perche, non pas Mortagne-au-Perche, Mortagne-sur-Sèvre en Vendée, et André Ripaud à Versailles. Alors on peut appréhender plus concrètement le travail de Rocher avec les ateliers de vitrail et essayer de comprendre la répartition des tâches entre le peintre qui conçoit le vitrail et l'atelier qu'il fabrique à travers donc, le témoignage qu'en a fait Gérard de Gusteau, hein, le fils de Jacques de Gusteau, qui a dès sa jeunesse collaboré avec son père et qui a pris sa succession au décès de Jacques de Gusteau en 1977. Hein, donc là je m'appuie sur le témoignage que m'a transmis Elisabeth Pillet et qui a été recueilli en 2002 par Véronique David et Michel Hérold. Alors l'atelier Jacques de Gusteau, hein, qui était tourné vers la technique du vitrail, ne comprenait pas d'agents ayant une réelle formation artistique en son sein, et il avait l'habitude de collaborer avec des artistes extérieurs à l'atelier. Hein, donc Maurice Rocher est celui avec lequel la collaboration a été la plus importante, mais de Gusteau a aussi travaillé avec d'autres artistes peintres qui avaient une prédilection pour le vitrail, comme François Chapuis, Pierre Chevalet, Léon Zac ou Simone Flandrin-Latron. D'après ce que dit Gérard de Gusteau, la rencontre entre son père et Maurice Rocher se fait vers 1948 par l'intermédiaire de Jacques Le Chevalier, qui avait collaboré avec de Gusteau à l'église, aux vitraux de l'église Saint-Paterne d'Orléans. Alors, contrairement aux ateliers traditionnels où le travail était segmenté et où le dessinateur cartonnier, quand il était extérieur à l'atelier, s'occupait uniquement de la maquette et du carton, enfin son intervention généralement s'arrêtait là. Lui, Maurice Rocher, dans sa collaboration avec de Gusteau, il intervient à la plupart des étapes du processus de fabrication. Et on peut l'illustrer partiellement à travers l'exemple donc, que je connais le mieux, qui est celui des vitraux de Guernes. Donc, dans cette collaboration, Maurice Rocher conçoit la maquette des vitraux, hein, sur la base de dessins préparatoires
dont on peut voir à l'écran quelques-uns. Donc ici, l'esquisse d'une verrière figurée. Là, les études du cadre décoratif, donc à gauche, l'étude du cadre décoratif d'une verrière figurée, et à droite, l'étude d'une verrière sans figure, aniconique. Voilà donc quelques-unes des maquettes au 10e que Maurice Rocher peint pour deux verrières figurées de Guernes. Il est peint à la gouache, donc ce sont les maquettes qui, à ce stade de la création du vitrail, étaient destinées à être présentées aux commanditaires. Ensuite, selon le processus décrit par Gérard Degussot, l'artiste peintre fait généralement lui-même le carton à grandeur réelle à partir de la maquette. Alors, dans son témoignage, Gérard Degussot décrit le principe, l'utilisation du principe du petit carré, remplacé ensuite par l'utilisation de projecteurs. Comme Degussot et Maurice Rocher ont beaucoup travaillé ensemble, avec l'habitude et la pratique du travail collaboratif, et bien progressivement, en fait, cette opération de réalisation du carton a été faite par l'atelier sous le contrôle de l'artiste qui a apporté des corrections. Alors ensuite intervenait la réalisation du calque et du carton de découpe pour la réalisation des calibres, qui là sont exécutés entièrement par l'atelier sur une grande table. Gérard Degussot décrit une grande table spéciale permettant de superposer calque, carton et carton de découpe. Alors ensuite, autre intervention de l'artiste est déterminante, le choix des verres. Ce choix définitif des verres se fait après la réalisation du carton, comme peut le montrer la comparaison à l'écran entre la maquette, dont les coloris sont non définitifs, et puis la réalisation finale à Guernes avec la verrière de Notre-Dame de Lourdes, et puis ici la verrière de Notre-Dame de Pontmain. Maurice Rocher accordait une importance toute particulière à la coloration et au ton. D'après le témoignage de son fils, Jacques Degussot s'approvisionnait à la verrerie de Saint-Just-sur-Loire, donc dans le département de la Loire. Donc gros avantage était qu'elle pouvait faire des essais et fabriquer des verres à la demande. Alors ce qu'ajoute Gérard Degussot, c'est que cette fabrication en petite quantité à la demande, dont étaient très friands certains artistes, est abandonnée par la verrerie de Saint-Just après sa complète prise de contrôle par Saint-Gobain en 1961. Et après cette date, pour des besoins très spécifiques demandés par le peintre, l'atelier fait appel à une verrerie allemande, qui dans le témoignage de Gérard Degussot n'est pas localisée précisément. Autre opération, après l'opération de choix des verres, dont je vous disais qu'elle était très importante, donc vient l'opération de peinture. Effectivement, une des caractéristiques importantes du travail de Maurice Rocher dans le domaine du vitrail, c'est qu'il réalise lui-même la peinture à la grisaille sur verre, et donc Gérard Degussot explique que pour cela, un châssis avait été aménagé au 2e étage de l'atelier, dans le centre d'Orléans, sur lequel Maurice Rocher pouvait se déplacer grâce à un escabeau. Alors, on a vraiment on peut en conclure de ce type de collaboration que effectivement l'artiste concepteur, l'artiste peintre concepteur du vitrail est vraiment au centre du processus. Il est attentif à chacune des opérations qui permettent d'aboutir à la réalisation d'un vitrail. Le cœur de son intervention est la peinture au vitrail. Il était très attentif aussi, Maurice Rocher, aux questions de cuisson
du vitrail. Et vous pouvez voir donc là sur cette diapo donc, quelques détails donc, de scènes de l'église de Guernes, hein, qui montrent la précision du travail de peinture réalisé par Maurice Rocher, avec un travail sur l'épaisseur de la grisaille. On voit qu'il utilise le pinceau, qu'il utilise la brosse, qu'il y a des épaisseurs effectivement de grisaille très variées, avec des noirs très profonds, hein, dont Gérard Degussot nous explique qu'en fait ils étaient obtenus par une peinture des deux côtés, hein, et d'après ce qu'il dit, en fait c'était une spécificité du travail de Maurice Rocher, hein. Donc on aboutit, donc il utilise aussi beaucoup, en fait il pratique beaucoup aussi l'enlèvement de matière, hein. Maurice Rocher, on voit qu'effectivement il intervient ensuite sur la grisaille brossée ou peinte, avec une pointe en fait, hein, pour certains détails, et puis pour pouvoir jouer effectivement sur les contrastes lumineux. Je voulais insister sur le fait que le travail de Maurice Rocher s'inscrivait dans la continuité en fait de la modernisation, si on peut dire, du vitrail dans l'entre-deux-guerres, hein, grâce aux ateliers d'artistes, hein, comme les ateliers d'art sacré ou les ateliers de l'hôtel, de l'Arche, etc. Donc il s'inscrit dans la continuité de cette mouvance, hein, et des préceptes développés par Maurice Rocher. Et donc c'est intéressant justement de l'inscrire, enfin aussi dans le cadre qui est celui effectivement dans la continuité de ces travaux d'entre-deux-guerres, de l'inscrire dans le cadre justement de la création de vitraux dans l'immédiat après-guerre, et de le rapprocher d'artistes comme Le Chevalier ou comme les Bonny. Alors oui, c'est ça. Et comme eux, en fait, donc ils procèdent effectivement avec l'idée que effectivement le dessin du vitrail doit être simplifié, qu'on doit procéder à une peinture qui soit moins en profondeur, mais plutôt en deux dimensions, avec une géométrisation des formes. C'est vraiment effectivement une évolution du vitrail amorcée dans l'entre-deux-guerres et qui se poursuit, qui se systématise avec la reconstruction. Ces artistes ont en commun aussi que finalement ils font une réinterprétation modernisée des modèles de mise en page du vitrail médiévaux, hein, avec ces verrières à grands personnages ou ces verrières à médaillons qui se trouvent réinterprétées de façon moderne, hein, comme on le voit sur la photo, avec qui représente la verrière de l'abbaye d'Évron, hein, voilà. Et donc, ce que je voulais également vous dire, c'est que dans cette approche effectivement des verrières à grands personnages et à médaillons ou à motifs réduits, qu'il rapproche des autres réalisations de son temps et qu'il l'inscrit dans une tradition modernisée, et bien donc il pratique de façon privilégiée la représentation de figures au moyen de verres colorés dans la masse, hein, et peints à la grisaille, hein, comme on peut le voir, avec souvent des cadres incolores, comme on peut le voir à Évron. Et de ce point de vue-là, en fait, l'exemple de Guernes est assez singulier, hein, parce que là, il fait le choix de représenter les figures entièrement à la grisaille sur des verres
sur des verres blancs. Hein. Alors, on retrouve ce type de mise en page là, dont je vous parlais à l'instant dans des exemples nombreux de son œuvre, hein, comme à Saint-Gilles, hein, dans la Manche, ou encore à Beaumont en Auge, hein, avec toujours ce cadre incolore. Et puis, dans d'autres églises, cette mise en page similaire se fait avec des cadres colorés, donc les grands personnages sont encadrés de motifs géométrie colorés qui intensifient en fait la coloration des vitraux. Hein. Alors vous avez là l'exemple d'une autre verrière de Saint-Gilles, au centre une des verrières de la basilique Notre-Dame de Mayenne, et puis à droite l'exemple de Vimereux, un peu plus tardif, donc dans le Pas-de-Calais. Donc ici avec Cerisy-la-Salle et Vimereux, donc des exemples de ces vitraux figurés à petits personnages. Hein. Je vous parlais de la superposition de ces petites scènes avec un cadre géométrique entièrement coloré. Alors il y a une partie quand même de son œuvre de vitrail qui se distingue, hein, de la partie précédente plus traditionnelle. Hein. Elle est notamment illustrée, hein, par son intervention à l'église de Saint-Louis de Brest, hein, au milieu des années 50. Là, c'est un contexte où la commande en fait est passée conjointement à Jacques et Paul Bonny. Hein, et Jacques et Paul Bonny choisissent pour le chœur et pour les verrières hautes d'une partie de la nef, hein, de réaliser des vitraux aux tonalités assez fortes, très colorés, hein, et pour contribuer à atténuer et équilibrer en fait l'effet produit. Hein, il propose une réalisation originale qui consiste en fait donc sur les grandes verrières d'un des côtés de la nef, hein, à utiliser des verres blancs, voilà, dans un carroyage de plomb, hein, et sur ces vitraux transparents se détachent quelques rectangles de couleurs, hein, qui apportent quelques touches d'intensité, et sont peints, donc sont réalisés des grands personnages dont la coloration très partielle en fait ne respecte pas finalement la répartition des couleurs sur le vitrail. Donc il y a une sorte de jeu, de décalage entre la coloration et le motif. Donc on retrouve au milieu des années 50 d'autres vitraux assez peu nombreux, hein, où il s'inscrit dans cette veine, même si là on a affaire effectivement même si la part des vitraux non colorés est moins importante. Donc on peut prendre l'exemple à chaque fois ce sont dans des églises modernes. Donc on peut prendre le cas d'Aron, là en haut à gauche, à droite donc l'exemple de l'église Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, et puis en bas donc une de ses grandes réalisations, donc où il réalise essentiellement des vitraux en dalles de verre, mais où quelques-uns de ces vitraux, donc là on est donc à Lyon, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, quelques-uns de ces vitraux, donc vous voyez, sont constitués, sont figuratifs, hein, mais les éléments figuratifs sont représentés donc séparément, hein, des motifs colorés. Alors il m'a semblé intéressant de rapprocher ces réalisations, cette partie-là de sa production, de sa production figurée,
de ces quelques essais de tapisserie, hein, parce qu'il a eu l'occasion, notamment pour l'église du Ménil-Vénéron dans la Manche, donc on est en 1953-54, donc un an avant la commande de Brest. Et là, donc, il réalise des cartons de tapisserie, hein, dont le tissage est réalisé par Jacques Place et Bilou Lequesne, et où vous voyez, hein, on retrouve cette composition avec des personnages un peu en lévitation et qui se plaquent un peu aléatoirement sur des fonds colorés géométriques. Alors, une partie de sa production donc, est constituée de vitraux qu'on peut qualifier d'aniconies, donc sans figuration, hein. Donc c'est généralement ces vitraux aniconiques, ils viennent souvent en complément de verrières figurées, hein, comme c'est le cas à Saint-Gilles, à Saint-Denis et à Cerisy-la-Salle, hein, les trois exemples de la Manche que là je vous projette. Donc ils viennent en complément dans certaines parties de l'église, et on retrouve assez systématiquement ces dispositifs en verre coloré, hein, qui sont disposés comme ça dans un cadre, dans une espèce de grille, vous voyez, avec des lignes espacées d'une façon aléatoire, hein, et ça caractérise bien la manière de Maurice Rochet dans ce type de vitraux, hein. Mais si il intervient donc pour ces vitraux aniconiques, surtout en fait dans des cadres où par ailleurs il a fait des vitraux figurés, c'est pas le cas en fait dans certains grands édifices anciens où il reçoit des commandes de la part des monuments historiques, comme la commande pour Caen, hein, pour l'église de la Trinité, qui est une commande assez tardive dans son œuvre, hein, dans les années 60 et qui se poursuit jusqu'au début des années 70. Et là, sans doute justement pour ne pas faire concurrence avec l'architecture ancienne de l'édifice, hein, le travail est un travail essentiellement de coloration avec des intensités différentes selon les parties d'édifice, mais un principe de dessin qui est assez récurrent, avec effectivement ces jeux de lignes et de coloration dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on retrouve dans un nouvel édifice mayennais, donc à droite, hein, l'abbatiale de Pontmain, la basilique plutôt de Pontmain, hein, où il réalise selon le même principe, hein, les verrières hautes de la nef. Alors, je me suis interrogé en fait en parcourant un petit peu comme ça à grands traits son œuvre sur le fait de savoir si il y avait une spécificité en fait du style de Maurice Rochet, parce qu'effectivement j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'il s'inscrivait finalement dans une famille entre guillemets d'artistes, hein, qu'on a l'habitude d'associer, effectivement, qui présentent dans la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale une certaine parenté, et donc il m'a semblé qu'il était intéressant justement d'aborder cette question en prenant comme exemple les vitraux de l'église Donné sur Odon, donc dans le Calvados, hein, qui réalise au début de sa carrière. Et c'est une commande collective qui est adressée à la fois à Jacques Le Chevalier et au Bonny, donc Adeline Hébert-Stéphens, Paul et Jacques Bonny interviennent, et puis également Maurice Rochet, qui réalise deux vitraux dans la nef, donc qui représente un Saint-Évêque, dont le nom m'échappe, à gauche, et puis Saint-Martin, et puis à droite, un Saint-Jean-Baptiste et un Saint-Joseph. Voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que quand on compare à Aulnay-sur-Odon l'intervention de Maurice Rochet puis celle de ses confrères et consoeurs, eh bien on est quand même impressionné, enfin, où on est saisi par le fait qu'effectivement sa manière quand même est assez spécifique dans son dessin et sa coloration, avec des tonalités qui sont parfois
moins riche et moins franche, et puis un dessin assez anguleux, assez anguleux, assez géométrique, avec des effets de contraste très forts entre la coloration et les zones de grisaille qui présentent une intensité de noir particulièrement marquée. Je ne sais pas si ça vous marque, mais bon, il en ressort une impression quand même de rudesse, voilà, une intensité assez douloureuse qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres vitraux de la même église, et notamment pas dans les vitraux de Paul Bonny et d'Adeline Hébert-Stevens, qui présentent un dessin qui est plus ondulant, si on peut dire. Enfin, le mot n'est pas très juste, mais en tout cas un dessin plus doux, moins anguleux. Voilà, le mot est le bon. Et puis une coloration aussi plus claire et plus joyeuse. Et de ce point de vue-là, je le dis là comme ça, peut-être de façon un peu schématique parce que j'ai perdu mes notes, mais comment dire, en tout cas, on peut dire qu'effectivement on perçoit bien là que les Bonny s'inscrivent assez naturellement dans la continuité de l'enseignement de Maurice Denis, avec cette douceur de l'art chrétien revendiqué par Maurice Denis, notamment. J'avais une citation qu'il fait en 1935 en évoquant le travail de Louis Bareillet, qui était assez éclairante à ce sujet. Et puis, voilà, et le travail de Maurice Rocher, donc à grands traits. Enfin, je vous disais tout à l'heure qu'au cours de sa formation, effectivement, il avait une prédilection par rapport à Maurice Denis avec le travail de Georges Desvanières. Voilà. Si effectivement, donc on peut dégager l'idée d'une spécificité du style de Maurice Rocher. Disons que si maintenant on s'en réfère aux écrits de Rocher, notamment dans son journal, l'idée d'une expression personnelle de l'artiste dans le vitrail semble au premier abord s'opposer à ces prises de position, et quand il réfléchit à l'articulation entre son travail de peintre sur toile, il a cette réflexion-là dans son journal, et son travail de peintre sur verre, et ça permet d'aborder une dernière partie de l'exposé et d'évoquer les tensions entre la peinture et la peinture sur verre qui caractérise l'œuvre de Maurice Rocher. Alors, il revendique clairement son goût et sa prédilection pour l'art monumental, dans lequel il inclut le vitrail. Je le cite, une partie de moi-même était faite pour l'art monumental, je sentais l'espace, il fallait évaluer l'échelle des personnages, chercher l'écriture des plombs et des verres de couleur. Et il ajoute, je pense pouvoir évaluer la qualité d'un vitrail simplement de l'extérieur, à l'échelle des pièces, si elles s'accordent avec l'édifice. Alors, dans sa conception du vitrail, il défend aussi un certain effacement, et ça va contre l'idée d'une expression de l'artiste. Il défend l'idée d'un certain effacement de la personnalité de l'artiste dans la conception des vitraux. Pour lui, le vitrail doit d'abord être une heureuse solution architecturale. Donc le vitrail, c'est essentiellement un mur coloré, un assemblage de taches. Alors, je le cite encore, le vitrail n'est pas fait pour être regardé. Son but premier est de créer un climat, de servir un monument, et sa première qualité est la discrétion. Et il dit encore dans son journal, le vitrail oblige l'artiste à une sorte d'anonymat, respectant la tradition du véritable art monumental qui se veut d'abord au service de l'édifice et des fidèles.
hein. Et alors une autre citation de lui qui me paraît vraiment intéressante, caractéristique de sa réflexion: l'artiste n'a pas à exhiber son ego dans les églises. Je ne pouvais transposer la peinture que je faisais chez moi dans le vitrail. Je n'en avais pas le droit, car ma peinture était le contraire de la paix. Alors pour autant, hein, malgré ces propos et ces affirmations, eh bien, finalement, pendant la période où il pratique intensément le vitrail, hein, la comparaison que j'ai essayé de commencer à faire entre les œuvres des deux types, hein, sur verre et sur toile, montre que, en réalité, hein, dans l'œuvre de l'artiste, il n'y a pas de solution de continuité, hein, entre les deux pratiques. Hein. Donc, alors je vais là vous montrer maintenant quelques œuvres qu'il réalise sur toile, essentiellement à l'époque où il pratique largement la peinture, et qui montre bien cette porosité entre les deux. Hein, donc il réalise à l'époque majoritairement des sujets religieux, hein, et ça c'est quand même un élément de rapprochement avec le vitrail. Et il réalise aussi des représentations humaines qui montrent, hein, vous ne serez pas surpris, une propension à la douleur et à la solitude. Hein. On le voit dans cette maternité de 1949 qui présente des accents néo-cubistes, ou encore dans cette femme enceinte, avec cette femme enceinte de 1951. On le retrouve avec ces deux maternités de 1952 et 1953, hein, maternité qui est un thème récurrent de cette période, hein, et donc la maternité que vous voyez à gauche de 1952 a valu à Rocher le prix de la jeune peinture cette même année 1952. Jusqu'au milieu des années 1960, il peint avec des camailleux de brun, de gris, hein. Il cerne fortement les corps, hein, avec des cadres en blanc. Hein. Donc on retrouve ici donc, les formes massives et anguleuses et les tonalités très sombres, hein, qui sont très prégnants sur les tableaux de cette période. Hein. On a là affaire à des tableaux de 1953. Hein. Et pour ces tableaux, hein, ou pour cette période, il revendique l'influence du peintre flamand Constant Permec, hein, qu'il avait découvert à l'occasion d'un séjour dans les Flandres en 1937. Alors, la continuité entre les deux pratiques, où l'influence de la peinture de Maurice Rocher sur le vitrail apparaît vraiment en toute clarté dans le cas du Saint-Jean-Baptiste et de Lecce Homo qu'il a peint en 1953, hein, donc, et qu'on retrouve dans des dessins très proches sur les vitraux de la façade occidentale de l'église de Guernes, hein, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Hein, donc on voit donc, les mêmes cernes noires épais, hein, les cernes noires épais de la peinture se retrouvent traitées au moyen de la grisaille dans la verrière, hein, et on peut observer à travers cette comparaison donc le jeu d'influence réciproque entre les deux approches. Cette correspondance donc, se retrouve dans Lecce Homo, toujours à Guernes, hein, elle est très manifeste. Maurice Rocher donc, poursuit dans cette même esthétique aux tonalités sourdes jusqu'au début des années 1960, hein, comme on le voit, mais avec des formes moins anguleuses, comme on le voit avec ce Moïse de 1961 et ce Torero de 1963, ou avec cet Espagnol et cet Ecce Homo de 1964. Hein. Pour autant, hein, à cette période, l'importance que le vitrail a pris dans son travail d'artiste, hein, semble le laisser
insatisfait, hein, parce que même quand il pratique intensément le vitrail, il accorde une primauté de la peinture sur toile, sur les arts dits appliqués, hein, ce qui le fait écrire en 1959, toujours ce déchirement entre la peinture et le vitrail. Pour moi, je sais que la véritable aventure n'est pas le vitrail, mais la peinture. Et quelques années plus tard, en 1963, il porte un regard très critique, hein, trop critique pourrait-on dire aujourd'hui, sur son œuvre de peintre sur verre. Hein, alors je le cite de nouveau, « Presque toute mon œuvre de verrier me laisse un sentiment d'insatisfaction, alors que je sais de certaines peintures que je ne pourrais rien y ajouter. » Donc il oppose en quelque sorte l'impossibilité d'aller au bout d'une recherche esthétique dans la pratique du vitrail et la possibilité que donne la peinture sur toile de reprendre, de perfectionner sans arrêt et d'aller jusqu'au bout de ce qui considérera comme une toile achevée. Alors finalement, ce regard critique sur le vitrail, combiné à la diminution générale des commandes de vitraux, disons, l'amène progressivement à délaisser cette technique. Et alors, il y a une évolution majeure en fait dans sa peinture au milieu des années 60, autour de 1965, où il connaît une crise religieuse importante qui l'amène à remettre en cause sa foi catholique. Et à ce moment-là, sa peinture évolue fortement. Il abandonne les sujets religieux et sa manière de peindre évolue vers un expressionnisme affirmé. Donc le basculement a lieu en 1965. Là, il peint une série de visages déformés. Vous voyez que sa palette change fortement au profit de l'explosion des rouges. Donc il peint des visages. Il peint comme ici, donc beaucoup de couples, des groupes mondains qu'il représente, qui sont rendus par des formes allusives et une matière picturale extrêmement dense. Il peint également à cette période des représentations très grinçantes de notables, peut-être des notables versaillais. Et dans les années 70, il a toute une série, parce qu'il travaille beaucoup par thème, il réalise un certain nombre d'églises anthropomorphiques déformées, qui sont aussi la traduction de sa crise spirituelle. Alors par la suite, parmi les thèmes, revient fortement dans les années 80 le thème du supplicié, avec des figures déchirées, voilà, comme on peut en voir, avec à gauche des tonalités de rouge encore, et puis d'autres couleurs à droite. Et à ces côtés de ce type de thème, et bien des représentations obsédantes du couple, et donc on peut, pour caractériser, mais là je vais très vite parce qu'on sort un peu de la période du vitrail, pour caractériser cette période, on peut reprendre les propos de Gérard Xuriguera, donc qui lui a consacré 2 livres en 1979 et en 1987, donc je le cite. Il montre l'homme livré à la nuit, à l'absurde de sa condition, nu, pitoyable. Et il ajoute plus loin, il réinvente une nouvelle image de l'homme à travers une fusion de fantastique, de réalisme et de grotesque. Alors l'évolution de sa peinture après 1965 correspond au moment où les commandes, donc, comme je vous le disais, de vitraux se raréfient. Donc son activité, sans disparaître, son activité dans ce domaine diminue, jusqu'à ce qu'il abandonne quasiment le vitrail dans les années 1970. Alors là, je vous montre quelques
quelques exemples tardifs pour son œuvre de réalisation de vitraux. Et donc, même si pendant cette période, hein, il poursuit le grand chantier mexicain de Guadalajara qui l'occupe jusqu'au milieu des années 80. Hein, et on peut donc observer que ces années, hein, contrairement à ce qu'on peut mettre en valeur pour la première période de sa création, ces années marquent une divergence nette, hein, entre les pratiques de la peinture et celle de la peinture sur verre, hein, qui se trouvent séparées en deux univers étanches. En revanche, s'il y a des questions, oui, je vais citer la citation que Nicolas Foineau cherchait. Donc, Maurice Denis disait sur Louis Barillet en 1953, la première qualité du vitrail de Louis Barillet est d'être une symphonie colorée et colorante, composant une atmosphère lumineuse, une harmonieuse bigarrure. Il ne cherche pas à représenter quelque chose. Un vitrail doit être conçu et ordonné en vue d'intensifier les jeux de la polychromie. L'élément descriptif sera subordonné aux exigences de la couleur. Le dessin ne sera qu'approximatif, un pur tracé géométrique à 2 dimensions, sans relief ni perspective. Donc ça, c'était à la suite des recherches de Jean Hébert-Stevens, de Pauline Peniez, et aussi de Barillet et Le Chevalier après. C'était la nouvelle donne du vitrail. Donc il voulait rénover le vitrail. Donc ça, c'était tout le travail, tout le sens de la recherche de Maurice Denis et de Georges Lesvallières aux ateliers d'art sacré, et dont ont été héritiers Paul et Jacques Bonny, enfin, par l'intermédiaire plutôt d'Adeline, qui avait été aux ateliers d'art sacré, comme sa mère Pauline Peniez. Et donc on était dans un nouveau vitrail. Parce que Georges Lesvallières et Maurice Denis avaient fait une critique très très forte du vitrail finissant du XIXe siècle et de l'art saint-sulpicien, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en avais une, c'est quand on commandait des vitraux pour un endroit comme tous ceux que vous avez montrés, est-ce qu'on s'adressait d'abord à Maurice Rocher ou est-ce qu'on commandait à l'atelier de Busseau par exemple, ou la plupart des chantiers? Bon, je pense qu'on recherchait d'abord Maurice Rocher, oui. C'était Oui, c'était le schéma ordinaire. Ouais. Et ensuite, alors, surtout dans le schéma de la reconstruction, qui était très, très, très structuré. Donc, il y avait, ça passait par les architectes des monuments historiques. Donc, il y en avait 3, ce que Nicolas a cité. Et ensuite, il y avait aussi des inspecteurs, donc il y avait un gros staff. Alors, ils avaient leurs préférences, donc c'était soit Le Chevalier, soit Max Ingrand, soit Les Bonny, soit mon père. Et ensuite, le projet, donc l'artiste faisait un projet qui était soumis aux commissions d'art sacré et également aux coopératives régionales. C'est-à-dire que à cette époque-là, c'était pas encore, au début, juste après la guerre, c'était pas encore le ministère des monuments historiques, c'était le ministère de l'urbanisme et de la reconstruction, et qui avait des agences régionales, et c'était les agences régionales qui traitaient le projet, mais toujours en accord avec des coopératives d'art sacré qui donnaient ou ne donnaient pas leur accord sur les vitraux, souvent avec le curé de l'église, enfin, pas toujours avec le curé de l'église, et qui demandaient souvent des modifications de couleurs, de thèmes, voire refusaient carrément le projet. Ça, c'était le schéma habituel.
Et dans votre livre, vous citez justement une situation, je ne me souviens plus de l'église, mais où effectivement il y a un concours en fait. Il y avait des commandes directes et puis il y avait parfois des concours. Il est arrivé justement que la bande des 3 ou 4 là, dont on parlait soit mise en concurrence et tout que à fait. Maurice Rocher soit choisi. C'était au grand séminaire de Coutances. Il y a eu Paul Bonny, dont je salue le fils ici, Dominique, et qui était en concurrence avec mon père. Oui. C'est mon père qui l'a emporté. Cette fois-ci, pas toujours. Je trouvais aussi intéressant de comparer son œuvre à celle de François Chapuis, qui est contemporain, qui a une œuvre à peu près aussi importante que Maurice Rocher, qui a travaillé beaucoup en Normandie, parce que comparer leur style, ça pourrait être intéressant. Ce sont des artistes qui ont travaillé avec des ateliers, et il y a quand même quelques points communs dans la peinture, la grisaille employée de façon très, très lourde. Ça serait intéressant. Mais François Chapuis était plus jeune, il avait 10 ans de moins. Il a été l'élève de mon père au Centre d'Art Sacré. Mais je n'ai pas du tout fait cette recherche. Il y a aussi un point là, dont nous parlait Gérard Debussot, c'est que l'atelier de la rue des Nouettes avait été construit pour Maurice Rocher. Oui. Parce qu'en fait, son père avait un atelier à Orléans, et pour éviter des déplacements à Maurice Rocher, il avait fait construire l'atelier de la rue des Nouettes à Paris. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Et il raconte aussi, c'est un petit détail, qu'il détestait prendre l'avion et que pour Guadalajara, c'est Gérard Debussot qui faisait les allers-retours en permanence. Oui, parce que la peinture à la grisaille était très longue à faire. Oui. Donc, quelquefois, effectivement, il préférait aller à Paris où il peignait. Oui. Et d'ailleurs, cette grisaille est très nocive. Hein, ça provoque en fait du saturnisme. Et à cette époque-là, on peignait sans masque. Oui. On est aperçu après. Et justement, je me suis demandé si justement ça on en avait parlé avec Elisabeth, mais je me suis demandé si justement la création de cet atelier du Square des Nouettes, elle était donc elle traduisait l'abandon de l'atelier d'Orléans, mais en fait c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est un deuxième site, mais sur lequel ensuite, je crois, après la mort de son père en 1977. Gérard Debussot s'installe. Lui, Gérard Debussot en 1977, il abandonne le site d'Orléans, dans le centre d'Orléans, au profit du Square des Nouettes à Paris. Et les archives à la médiathèque, en fait, elles sont composées, parce que je pense qu'on ne les a pas encore tout à fait accès. On les a pas encore dépouillées, je crois. Oui, enfin, c'est en cours. Oui, j'ai vu que c'était que l'inventaire pouvait être consulté, mais c'était pas encore ouvert aux chercheurs. Et du coup, il est composé de dessins, Alors, ce qui est assez rare dans la reconstruction, c'est que peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, les artistes ont laissé très peu d'archives. Par exemple, il paraît que Jacques Le Chevalier n'en a pas tellement. Alors, les Bonny ont laissé des archives à Roubaix. Mais alors, mon père, il était très méticuleux, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, il faisait un dossier par chantier et il archivait absolument tout. Donc, il y a les lettres de commande, il y a les lettres des architectes, les lettres des curés, souvent, ou des coopératives d'art sacré, enfin des coopératives, des commissions d'art sacré. Il y a des plans, il y a parfois les comptes. Oui, ça c'est très... Et il gardait aussi ses maquettes. Et c'est grâce à Nicolas qu'elles sont à la médiathèque. Et on en est très heureux parce qu'on était très malheureux. On avait ces archives et elles ne servaient à rien, elles n'étaient pas consultables. Et c'est amusant, enfin en fait, tout ce que j'ai trouvé dans ma biographie vient de ces archives, parce qu'on peut vraiment retracer l'évolution de chaque chantier, en fait, de chaque commande. Et très, très différemment, hein, parce que les contextes étaient extrêmement différents, souvent. Oui, non, mais c'est merveilleux, c'est des fonds comme ça, conservés et donnés dans les fonds publics. À la vérité, je le dois à Véronique David, qui nous a toujours dit
Surtout ne dispersez pas ces archives, parce qu'on est plusieurs enfants, Oui. Oui, surtout ne les dispersez pas. Et vous aviez eu une étudiante d'ailleurs qui avait commencé à travailler dessus. Oui, mais qui Et s'est qui a laissé arrêtée. tomber. Alors, le problème, Ça, c'est problème. aussi un peu pour ça que j'ai écrit cette petite biographie sur mon père, c'est pour donner envie à des thésards de continuer, parce que c'est pas assez exploité. Et en fait, là, actuellement, la fille aînée de Paul Bonny est en train de lire ce livre, et elle dit qu'elle apprend beaucoup de choses sur ses parents, parce que tout le processus de la reconstruction, c'était commun à tous les artistes. Et heureusement, cette période recommence à intéresser. Parce que longtemps, il y avait les édifices neufs, souvent on les trouvait très austères. Par exemple, les gens de Brest ont longtemps détesté cette église. Oui, alors qu'on regarde maintenant cette époque avec des yeux un peu plus Oui, doux quand même. oui, oui. Et qu'on considère que Brest, ça fait partie d'une de ses œuvres les plus originales. Ah oui, ça c'est la plus originale. Oui. Et je voulais dire aussi la préciosité des archives, c'est quand il y a des problèmes de restauration, comme Oui. à Cavigny, la Oui. restauration des dalles. Oui. Heureusement que tu avais la maquette Oui. de la verrière, parce que pour les voir, ça a été facile. Oui, on avait la maquette. Et c'est étonnant, puisque en effet, ensuite, il s'est plutôt tourné vers la peinture, mais il a toujours conservé ses archives. Je pense que quand même, dans sa tête, c'était très important. Il avait passé 20 ans de sa vie à faire ça. Alors après, il était mitigé, mais bon... mais malgré tout, à la fin de sa vie, il a dit cette œuvre continue à m'accompagner et je reçois encore des lettres de gens qui vont dans cette église et qui m'écrivent. Donc cette œuvre continue à vivre. Donc, Et d'ailleurs, je reprends une des citations là, de son journal que vous donnez dans votre livre. Voilà. Deuxième conclusion. Donc, il me semble que parallèlement, ça il le dit un peu en contradiction avec les propos qu'il a pu avoir, il me semble que parallèlement, mon œuvre de verrier est énorme, comme d'une double vie, et qu'il faudra bien qu'un livre recense ces vitraux, puisque tant d'édifices vivent les jours avec cette lumière que je leur ai donnée. En fait, c'était ça sa difficulté dans le vitrail, quand il dit que peindre le satisfaisait davantage, c'est que le vitrail, évidemment, comporte l'élément de la lumière, qui change au cours des heures, au cours des saisons, etc. Donc, pour lui, c'était un peu un obstacle. Parfois, il estimait qu'il avait un peu raté ces choses. À Caen, par exemple, il y a une verrière qui a viré... Enfin, la couleur a viré, alors il en était très très malheureux, elle a viré à l'aubergine, c'était un rouge qui est devenu aubergine. Enfin bon, évidemment, il ne contrôlait pas, tout n'était pas... Voilà. Et alors, pour Brest, puisque Dominique Bonny est là, je voudrais dire que ça illustrait la conception qu'il avait, que Nicolas Foineau a dit, qu'il devait être au service de l'édifice. Et donc là, il était très... Jacques Bonny faisait des vitraux très très jolis, abstraits, mais très colorés. Et alors, lui, il était vraiment pris dans un dilemme, parce que s'il faisait quelque chose de très lourd et de très coloré, tout allait jurer. Et donc c'est là qu'il a dit, je propose des verrières blanches. Et alors là, la commission d'art sacré lui a dit « Ah, vous êtes complètement fou, les verrières blanches, c'est pas possible et tout ça ». Puis ça a été accepté, et donc, parce que l'architecte de Brest, Michel, je ne sais plus son prénom, c'était un très bon architecte, et il était soutenu dans le milieu architectural, donc, et lui, il a donné son accord. Vous aviez une question, madame? Oui, alors, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y avait un dernier projet en tête qu'il n'a pas eu le temps de réaliser? Dans le vitrail? Non. 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 Pas lui-même. Peut-être est-ce qu'il y avait une proposition pour Non. ses disciples.
Il n'a pas de disciples. Enfin, de toute façon, oui, le vitrail a beaucoup changé et de toute façon, c'est ce qui commençait à apparaître là. Il n'y avait plus de catéchèse chrétienne, donc puis maintenant, ça c'est à l'abstraction, tout ça. Non, il n'y avait pas de. C'était vraiment quand même la fin d'une période. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, donc sur ça, historiquement, qu'est-ce que tu en penses, la fin d'une période, la reconstruction. Oui, mais c'est ça, c'est la fin des dommages de guerre, c'est tous les artistes qui sont atteints par la résurrection des commandes. Hein. Et puis l'histoire de l'enfouissement de l'Église, avec oui. Parce que l'Église n'a plus d'argent pour construire, donc elle recherche des bâtiments très très modestes où le vitrail n'a plus tellement de place. Non. Merci. D'autres questions, interventions? Dominique, tu ne veux pas intervenir? Sur quoi? Dominique a géré l'atelier, c'est toi qui es à l'œuvre, qui a été à l'œuvre pour la transmission des archives de tes parents à Roubaix. J'ai fait un premier versement en 2000, avec surtout, comme tu disais, les boîtes d'archives, des dossiers de chaque commande, de chaque église. Ah, donc tes parents gardaient des dossiers alors? Oui. Ah. Par contre, mon grand-père et ma grand-mère, il y a beaucoup moins d'archives, mais parce que je crois qu'il y a eu aussi des accidents, peut-être un incendie, des inondations. Donc quand ils habitaient au Faber, donc je pense qu'il y a pas mal d'archives qui ont disparu. Mais non, tu parlais des dossiers, le maire, le curé, et moi je me souviens de souvent la municipalité ou le curé qui relançait mes parents voir qu'ils étaient en retard et qu'il y avait une inauguration prévue par le préfet, donc on ne pouvait pas changer l'agenda du préfet. Ils ont fait pas mal de lettres d'excuses pour leur retard. Mais ça, j'ai vu ça, on a vu ça avec Nicolas, c'était pas le cas de mon père. Hein. Mon père, il travaillait très vite, il travaillait beaucoup, il rendait ses projets dans les temps. Et moi, j'ai rencontré un jeune élève qui était un apprenti, voilà, chez Debussot, qui disait que mon père dessinait extrêmement vite et que beaucoup plus vite que Jacques le Chevalier. Et après, quand il avait choisi les vers, il m'a raconté que tous les ouvriers, il y en avait 8. Ils s'assemblaient et ils commentaient. Alors, ils n'arrivaient pas à comprendre parce qu'il y avait un bleu, un bleu, un bleu. Pour eux, tout était pareil. Hein, mais Monsieur Rocher, on l'appelait le monsieur, parce qu'il était un peu distant parfois. Et non, il faisait une différence. Bien, un grand merci pour votre intervention à tous les deux. Merci beaucoup pour cette présentation qui finit donc le cycle de conférences sur peintres et peintres sur verre en dialogue. Je crois qu'on avait pas mieux ce soir pour finir ce cycle. Un grand merci Nicolas, un grand merci madame d'être venue nous parler de votre père.